Choguel. Donc moi je pense que Choguel est un adversaire politique et j'ai dit ici aujourd'hui, c'est un adversaire politique qui gêne. Je pense que la justice est aux ordres des autorités de Bamako. Il faut que Choguel se taise pour se faire taire la case. Peut-être qu'il rejoindra Moussa Mara Kouloukoro ou je ne sais pas où, à quelle partie du Mali. Quel intérêt aujourd'hui pour les militaires de se mettre à dos la classe politique, sachant que des gens comme Moussa Mara ou d'autres enfin, ont une mauvaise image aussi au niveau de la population, une grosse majorité de la population qui considère qu'elle a échoué. Donc quel intérêt pour les militaires de se mettre à dos cette classe politique? Mais parce... Oui. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue ce mardi. Que lui reproche-t-on concrètement? De manière générale, quelle séquence politique vivons-nous actuellement au Mali? Et pour décrypter tout ça, je reçois le maître Bala Cissé. Bonsoir. Merci, maître. Bonsoir, Carl. Et le doctorat Brahima Sidibé, docteur en analyse du discours, bientôt docteur. Absolument. J'espère vous appeler bientôt docteur Brahima. Je l'espère également. Merci Carline. Brahima Sidibé, comment décrivez-vous la séquence politique que vit actuellement le Mali? Alors, je pense que c'est une séquence à laquelle il fallait plus ou moins s'attendre, parce que depuis son limogeage en novembre 2024, on a vu que l'ancien Premier ministre Choguel était très présent dans l'espace politique et surtout médiatique. Il faisait beaucoup de sorties. Alors, comment analyser ça? Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons, d'ailleurs ce que j'avais dit dans un article en 2024, au débarquement du dernier homme politique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on a comme que l'impression qu'il y a un sale temps pour les anciens premiers ministres au Mali. Il y a quelques jours, c'était l'ancien premier ministre Moussa Mara. Aujourd'hui, c'est Choguel. Je crois qu'on assiste petit à petit à la disparition, en tout cas politique, dans l'espace politique, de toutes les grandes figures politiques au Mali. Ce qui ouvre un certain boulevard devant les militaires au pouvoir. Maintenant, je pense qu'on va revenir dans les fonds du sujet, ce qu'on reproche à Choguel. Mais en tout cas, c'est un événement majeur quand on sait que Choguel fait partie des artisans de cette transition pour avoir été Premier ministre pendant 3 ans et pour avoir consolidé à travers ses sorties médiatiques, ses diatribes envers la communauté internationale. Aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté. Tout ça pour ça, on dira. Absolument. Bala Cissé, je vous vois sourire déjà, vous qui prophétisez sur nos plateaux la vie politique malienne. Oui. Est-ce qu'il fallait s'y attendre finalement? Non, moi je ne suis pas surpris du tout parce que en réalité, Choguel Kokala Maïga est-il victime de lui-même ou pas? La question aujourd'hui, comme Brahim l'a dit, il faut revoir comment Choguel est-il à rentrer dans le gouvernement. C'est un classique aussi, il ne faut pas oublier quand même que tout le régime militaire ou tout régime politique, on se sert souvent des adversaires à un moment donné. Choguel a été un allié important, comme Brahim l'a dit. Il a permis quand même à légitimer la transition. Il y avait des périodes que la transition avait besoin de Choguel. La deuxième phase de la transition qu'il appelle les rectifications, qu'il n'a su pas un coup d'État. Bizarrement, dans son ouvrage, il dira autre chose. En réalité, Choguel, quand on regarde Choguel, il faut attendre de ça. Choguel devient, on avait dit sur le plateau ici, Choguel est-il un opposant? Est-ce qu'aujourd'hui Choguel était un opposant? Est-ce que Choguel est un opposant qu'il faut éliminer politiquement? Moi, ce que je pense... Brahim a dit quelque chose qui est très important. On a eu le premier temps, Mara il est parti, Choguel peut-être sera sur mandat de dépôt, il n'y a rien à prédire ici, ça n'est pas des prophéties, il sera sur mandat de dépôt, ça c'est sûr et certain. Le prochain tour sera un autre ancien Premier ministre aussi, qui sort aujourd'hui, c'est Modibo Sidibé. Je pense, j'ai dit sur ces plateaux, il doit faire très attention parce qu'aujourd'hui, ses communications aussi, il a commencé par rapport à Mara. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'il fait très attention parce qu'aujourd'hui, la loi sur la cybercriminalité existe aujourd'hui au Mali, il fait son soutien à Moussa Mara ou autre. Mais pour être très simple, au Mali, il faut-il, pour paraphraser Amadou Ampateba, il faut-il brûler toutes les bibliothèques politiques aujourd'hui? Moi je pense que ce que je déplore aujourd'hui en tant qu'avocat, je pense que la justice existe parce que moi j'aimerais qu'on rentre dans le profondeur des rapports du vérificateur général. Si tu me donneras la parole, je terminerai en disant que certes, les deux reproches que les militaires font la classe politique, c'est quoi? C'est l'incapacité de gérer les faits de terrorisme et deuxième, la lutte contre la corruption. Mais dans ces dossiers de Choguel Kokala Maïga, l'affaire de Choguel Kokala Maïga me pose beaucoup de questions lorsque je vais rentrer dans le profond parce que je pense que la justice, les principes du contradictoire, l'équité devant la justice, dans ces rapports, j'ai beaucoup de choses à reprocher d'un point de vue juridique. Si tu me donneras du temps, je terminerai. Il ne faut pas tuer les soldats. Les soldats, Choguel, il faut le tuer, mais bibliothèque, Choguel Kokala Maïga, il ne faut pas le tuer. Bon, on va rentrer dans le fond du sujet, ça tombe bien, parce que selon les informations qu'on a eues, Choguel Maïga et plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en garde à vue dans le cadre des enquêtes sur la gestion à la primature. En principe,
aujourd'hui ou demain, ils devront être présentés devant le procureur de la Cour suprême. Il a été notifié formellement le placement en garde à vue et je crois que c'est lié au rapport du vérificateur général. Brahima Sidibé, vous avez dit ici sur ce plateau que tôt ou tard, on arriverait à cette séquence-là. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions dans lesquelles ce rapport a déjà été publié et qu'est-ce qu'on reproche concrètement à l'ancien Premier ministre et à ses collaborateurs? Effectivement, il souviendra à nos téléspectateurs que le 10 janvier, ils avaient dit sur ce plateau que tout va dépendre de l'attitude que Choguel va adopter. Parce que, alors dans le rapport du vérificateur général s'étend sur les années où Choguel a passé à la primature, c'est-à-dire 2021, 22, 23, 24 jusqu'au 30 novembre 2024. Donc c'est un rapport qui s'établit sur cette périodicité. Il y a des réserves qu'il faut quand même émettre et d'ailleurs qui ont été soulevées par Choguel lui-même. Il a souligné qu'effectivement, il n'a pas fait toute l'année 2021 en tant que Premier ministre. Il a été Premier ministre à partir du 7 juin 2021. Donc, ce qui ne couvre pas la première moitié de cette année. Deuxième réserve, il a indiqué que la période où il avait été convalescent, donc période qui a été assurée en intérim par l'actuel Premier ministre Abdoulaye Maïga, donc n'a pas été non plus audité. Donc, voilà, ça c'est les réserves que lui-même il a émise, maintenant à voir ce qu'il en sera. Donc dans les rapports, on souligne des malversations financières, notamment en termes de passation de pouvoir, ça a été indiqué, et aussi en termes de versement des indemnités, des séjours à l'étranger et à l'intérieur. Donc voilà des irrégularités qui sont indexées dans la gestion du Premier ministre. Il a eu lui-même à s'exprimer sur ce sujet-là, parce qu'on avait l'impression qu'il avait pressenti justement cette affaire venir en fait, parce que dans sa dernière sortie, il est apparu très peu serein, comme ce qui n'est pas son habitude en fait. Il essaie de se justifier, il revenait un peu sur sa gestion, tout ça. Donc je crois que ce qu'il faut souligner quand même, c'est que la rapidité avec laquelle les choses se sont accélérées finalement, parce que ce n'est pas la première fois au Mali que l'on indexe des malversations financières dans les rapports du vérificateur général. Mais d'ailleurs, j'avais dit encore sur ce plateau, il y a très peu de cas où on allait jusqu'au bout. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi les cas du Choguel? On peut me reprocher en disant qu'il y a une première à tout, mais connaissant son positionnement depuis un certain temps, je pense qu'il y a de quoi s'interroger. Vous me disiez en off tout à l'heure que vous soupçonnez le vérificateur général d'être un instrument à la guise du pouvoir malien pour traquer les... Oui, il y a une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Le vérificateur général est-il une institution pour la lutte contre la corruption, de regarder si les passations de marchés publics ou les attributions des marchés publics à des organismes ou à des sociétés est conforme à la loi malienne ou pas? Ou encore, le vérificateur est-il un instrument de traquer ses opposants pour éliminer politiquement? Il m'a dit quelque chose, ça sera quand même inédit. C'est vrai, c'est une avancée, comme j'ai dit aussi. Là, du fait que aujourd'hui la transition, l'une de ces batailles de la transition, c'est la lutte contre la corruption. Il m'a dit, c'est bravo, c'est bien si on arrivait. Mais Choguel a dit quelque chose aussi dans son interview qui est très important. En étude de preuve, parce que moi je pensais que je mets des réserves. Le vérificateur m'a dit quelque chose qui est très important. En réalité, toute personne qui a gouverné, on pourra lui reprocher dans la gestion de l'administration parce que c'est très difficile, les procédures de passation. Si on prend même du droit comparé, qui a RDC, par exemple, Victor Caméry ou l'ancien garde des Sceaux, on le voit quand même. Souvent, il y a des rapidités. Les textes, comme Choguel même, il a dit, on peut faire confiance à son équipe, mais est-ce que souvent son équipe peut-il déraper de ne pas respecter, d'être très conforme à la lettre et à l'esprit des textes? C'est ça aussi pose problème. Est-ce que vraiment, ça vaut-il le coup d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas pour le... Mais quand même, moi, j'ai pris mon temps pour lire les rapports du qui vont jusqu'à 109 pages sur la primature. Mais je me pose 3 questions, comme vraiment. Oui, en réalité, je ne suis pas là pour défendre des Choguel, je ne suis pas son avocat, je ne serai même pas dans son équipe d'avocats. Pour dire 3 choses, je pense que Maître Konaté, qui est son avocat, aura du temps avec son équipe de lire bien les rapports, de prendre leur temps, ce qu'on reproche concrètement à Choguel Kokalam. On regarde des faits, parce qu'il dit quelque chose qui est très important. Choguel, passation de pouvoir. On voit 5 jours plus tard, l'instruction est donnée d'auditer la primature sur sa période. Mais il a dit quelque chose aussi que je mets des réserves aussi, peu importe. J'espère qu'il y aura un autre rapport annexe que le vérificateur n'a pas terminé à travailler. La période de janvier à juin 2021, qui était le Premier ministre? Mokhtar Ouane. C'est là que je suis d'accord avec Brahima sur ce point. Dès lors que Mokhtar Ouane a plus de réserve de ne pas parler, on a dit c'est plateau. On sait que politiquement Mokhtar Ouane, moi je ne sais même pas s'il est au Mali ou il est en France, il est aux États-Unis, on ne sait rien.
Mais ils n'ont pas le même profil. Non, mais je sais, ça, je suis d'accord. Mais c'est là que je dis que je suis d'accord avec ce que tu défends. L'idée de dire que est-ce qu'il faut-il parler à un moment donné? S'il avait gardé son droit des réserves de ne pas parler, peut-être on ne serait pas là. Comme tu avais dit une fois, les affaires judiciaires, on avait dit ici, sortiront sur tôt ou tard. Et deuxième point, la période de l'intérim là, moi j'ai une curiosité quand même, j'espère un jour, on aura des rapports du vérificateur général sur la primature du général Ablaye Maïga aussi un jour. Le Premier ministre. Le Premier ministre, qui aussi peut-être quand il ne sera plus Premier ministre. Non, même s'il sera plus Premier ministre, peut-être, mais s'il sera dans la coalition, la future grande coalition, grande parti politique au Mali que j'ai prédit, on verra ça. Mais moi je pense quand même que là, je pense que le vérificateur général n'a pas joué bien son rôle. Il n'est plus dans un rôle d'une institution indépendante, il vient dans une institution sous tutelle. Parce que dès lors que... Non, j'ai dit que j'affirme. Oui, bien sûr, c'est votre droit d'affirmer. Parce qu'on ne peut pas occulter la période de l'intérim, de ne pas aussi mettre un rapport sur ça. Parce que si on veut... C'est là que c'est décevant quand même, dans un État qui dit aujourd'hui la justice est indépendante, qui dit que les institutions sont indépendantes, dès lors qu'il y a une périodicité, il n'y a pas un rapport. Pourquoi uniquement sur la période de Choguel Kokala Maïga? Et moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des rapports sur la gestion peut-être du CNT aussi. Donc c'est bien d'auditionner la primature. Je suis d'accord pour la transparence, je suis d'accord pour la lutte contre la corruption, mais quand même la bonne gouvernance, dans une bonne gouvernance, il n'y a pas de géométrie variable, c'est-à-dire il faut que tous les institutions, je termine, il faut que toutes les institutions soient sous le contrôle. Mais tout le monde est aussi égal devant la loi. Ça c'est pas vrai, mais pourquoi cette période est inclue? L'égalité devant la loi nous oblige tout le monde à être transparent. Cette égalité, elle est effective lorsque la justice fera son travail. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui au Mali, concrètement. Même constat. Alors, je pense que clarifions les choses. Le vérificateur général est dans son rôle d'auditer l'administration publique. Il est là pour ça. C'est une institution qui est là pour cela. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, effectivement, ce sont les deux réserves qu'on a émises dès le départ. Le fait de couvrir, de ne pas couvrir la période d'intérim. Ça, parce que, à mon avis, le vérificateur général audite une institution qui s'appelle la primature, mais pas une personne qui s'appellerait Choguel. Ça, c'est des questions de principe. À ce niveau-là, mais le vérificateur général est dans son rôle d'auditer. Dans ce cas, il faut convoquer Maintenant, autre constat aussi qu'on pourrait faire, c'est vrai que si on devrait aller jusqu'au bout, je pense qu'effectivement que tous ceux qui ont eu à gérer le Mali, donc surtout à des hautes fonctions comme celle de Premier ministre, pourraient être dans la même situation que Choguel en réalité. Et c'est là que, à mon avis, il y a plus de politique dans cette affaire que du droit. Que de droit. Et parlons, revenons un peu sur le droit, si vous me permettez. Maître Bala, c'est ce qu'on se dirige vers un mandat de dépôt. Ce qui sera... Bon, je ne souhaite pas parce que, comme j'ai dit toujours, Choguel, pour te paraphraser, si Choguel était un dernier homme politique, c'est la dernière bibliothèque politique pour moi qui reste dans les années 90, aujourd'hui. Choguel Kokala Maïga reste la dernière bibliothèque politique. Il ne faut pas brûler. Je pense aujourd'hui, peu importe, comme il a dit dans son interview, moi je pense qu'il a un devoir aussi, je suis d'accord avec lui, mais comment dire la manque de communication aussi? Parce qu'aujourd'hui, Choguel, il avait dit quelque chose, la transition c'est son bébé, il ne faut pas oublier, c'est son bébé, on peut l'admettre ou pas, il voulait battre aussi, on avait dit sur ces plateaux aussi, son héritage politique. Vous avez son livre avec vous. Oui, son héritage politique aussi. Dans cet ouvrage, il dit clairement quel était son rapport de Moussa Traoré jusqu'à le président Assimi Goïta, quel était son rapport, il en a écrit bien dans son ouvrage, tout ce qu'on le reproche aussi dans son ouvrage. Mais moi je pense quand même que quand on lit Choguel, moi, peu importe, quand même j'ai beaucoup de divergences. Oui, mais pour revenir sur la question de droit, est-ce que les faits peuvent l'amener à un mandat de dépôt? C'est normal aujourd'hui. Moi, je pense que laisser Choguel... Parce qu'à ce stade où on enregistre, il est toujours en garde à vue. Donc... Moi, je pense que Choguel sera sous mandat de dépôt. C'est probablement ou sous contrôle judiciaire. Choguel ne peut pas sortir. Parce qu'aujourd'hui, laisser Choguel de main libre, c'est donner une force politique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vraiment dit quelque chose qui est très important. Il y a trois tendances politiques. Il y a la tendance politique militaire, il y a la tendance Choguel, il y a la tendance Moussa Mara. Donc on a éliminé la tendance Moussa Mara, la tendance Choguel politique du Choguel. Donc moi je pense que Choguel est un adversaire politique. Et j'ai dit ici aujourd'hui, c'est un adversaire politique qui gêne. Je pense que la justice est aux ordres des autorités de Bamako. Il faut que Choguel se taise pour se faire taire la case. Peut-être qu'il rejoindra Moussa Mara à Kouloukoro ou je ne sais pas où, à quelle partie du Mali. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a une séquence que vous avez très bien. Vous avez très bien signifié. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui en prison. Choguel Maïga, peut-être bientôt qui sera sous mandat de dépôt, mais actuellement en garde à vue. Et pendant ce temps, il y a une cinquantaine de militaires, messieurs, dont 2 généraux qui ont été accusés de vouloir renverser les autorités. Il n'y a pas une information des autorités de Bamako. Il faut prendre avec. Enfin, bon, c'est ce que nous on a eu comme information, qui ont été arrêtés ces derniers jours par le pouvoir de Bamako.
Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, est-ce que vous avez eu cette information aussi? Est-ce que vous pouvez me la confirmer? Mais des confrères, hein, c'est ce qui remonte depuis quelques jours. Oui, effectivement, nous avons appris par voie de presse également. C'est vrai que, comme Maître Bala l'a dit, il n'y a pas une communication officielle du gouvernement du Mali qui fait état de ces... On parle du général Abbas Dambélé et de la générale de brigade Nema Sagara. Ouais. Effectivement, ce sont des figures militaires qui sont très bien connues au Mali. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je crois que dans cette affaire, il y a peut-être pour l'instant plus d'interrogations que de réponses. L'interrogation, déjà, c'est est-ce que ces arrestations sont avérées, déjà? Deuxième interrogation qu'on peut se poser, pour quel motif? Bon, on parle de déstabilisation de la transition, mais à ce niveau-là, il faudrait quand même s'interroger parce que d'après nos constats, ces derniers temps, on n'a pas l'impression qu'il y a une grogne au sein de l'armée. Et d'ailleurs, ce qui a fait la solidité, à mon avis, de ce régime-là, c'était toujours l'unité de ces 5 colonels généraux désormais qui dirigent le Mali et qui fonctionnent comme une sorte de puzzle où chaque pièce est importante. Maintenant, pour quel motif, comme je disais, est-ce que c'est lié aux conditions de vie des hommes sur le terrain? Je ne pense pas, parce que s'il y a un secteur dans lequel la transition s'est vraiment investie, c'est l'achat des équipements militaires et l'amélioration des conditions de vie des soldats sur le terrain. Donc, si c'est le cas, ça ne peut être effectivement que pour des intérêts personnels, tout ça. Autre interrogation, dernière interrogation, à qui profite tout cela? Est-ce que finalement, aujourd'hui, dans la situation que vit le Mali, on a besoin d'une nouvelle déstabilisation? À mon avis, je ne pense pas, parce que finalement, ça ne peut qu'empirer la situation. Même ceux qui ne sont pas pour la prolongation de la durée de la transition ne veulent pas une sortie de la transition de cette manière-là. Ils veulent peut-être qu'on aille aux élections, pas une déstabilisation. Bien sûr. Et ça tombe bien, pour poursuivre notre réflexion. J'ai l'impression que depuis la consécration présidentielle du général Assimi Goïta, on a l'impression, avec l'arrestation de Moussa Mara et voilà aujourd'hui Choguel et la prétendue arrestation de certains militants, on a l'impression, messieurs, qu'il s'est installé une sorte de névrosité au sommet de l'État. J'ai l'habitude de dire, pour paraphraser vraiment, lorsqu'elle a dit il n'y a plus de dynamique, il faut créer la dynamique. Oui, absolument. En politique, il faut les dynamiques. Voilà. Et aujourd'hui, on sait quand même que quelle est la dynamique aujourd'hui au Mali? J'aimerais discuter avec toi après cette interrogation. Il n'y a plus de dynamique politique, constitutionnelle, institutionnelle, il n'y a plus. Enfin, mais il y a un chapitre qui s'ouvre aujourd'hui. Je pense que j'ai paraphrasé Gérard Choguel aussi dans son ouvrage. En période de crise, il ne faut pas créer beaucoup d'ennemis. Choguel disait ça dans son ouvrage et dans son interview aussi. Moi, je pense que la transition a créé trop d'ennemis aussi, aujourd'hui, qu'il faut appeler un chat par un chat. On élimine l'imam Diko, il est en exil. On élimine Moussa Mara, qui est restaurant-type, parce que j'ai l'habitude de dire aussi, je vais en train de répondre à ta question. Lorsque tu élimines tous les adversaires politiques, les dérangeurs politiques, pour te paraphraser, il reste Choguel. Lorsque Choguel n'est plus là-bas, quelle sera la dynamique ça entre eux-mêmes? J'ai dit aujourd'hui, comme tu as dit, pas dans l'intérêt du monde. Ça, il y a l'unité au sein de l'armée, c'est notre souhait que le pays reste stable. Mais j'ai dit aux autorités, souvent de revoir les copies de l'air, parce que la vision politique du Mali, il est critiquable. Parce que d'un point de vue politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Choguel, dans ses sorties, comme lui-même, dans ses 4 sorties, Choguel fait des rappels en disant attention, attention, attention. Mais hormis Choguel, quand Choguel partira, Moussa Mara, ils étaient les deux médiatiquement qui sortent. Aujourd'hui, comme j'ai dit à Modibo Sidibé, de faire très attention parce qu'il va commencer à jouer un rôle aussi. Parce que quand les deux derniers hommes politiques sont partis, moi, je pas Choguel, là c'est la dernière bibliothèque politique pour moi. Là, si Choguel est mort politiquement, il y aura des problèmes au Mali. Parce que la nouvelle classe politique, la nouvelle classe politique, c'est les militaires. Mais les militaires ne veulent. Moi, je pense aujourd'hui, les militaires ne veulent plus avoir des adversaires extérieurs. C'est-à-dire que dans les côtés civils, mais cette tentative de déstabilisation, peu importe qu'ils soient avérés ou pas, moi je pense que l'unité de l'armée aujourd'hui, c'est que j'avais reproché à Choguel quand j'ai dit qu'il est trop clivant. Parce que Choguel, aujourd'hui, il est victime de lui-même parce que Choguel a essayé de diviser la classe politique. Lorsqu'il était à la primature, il n'a pas joué un rôle conciliant d'essayer d'amener les acteurs politiques dans une coalition qui permettra d'être une alternative aux militaires. Mais aujourd'hui, Choguel, moi je pense qu'aujourd'hui, Choguel doit, s'il sortira, je le souhaite, s'il sortira en garde à vue, contrôle judiciaire ou qu'on renvoie l'affaire, qui met un peu aussi des voix, d'élargir sa base politique aussi s'il a envie de peser dans l'avenir politique du Mali. Mais encore une fois de plus, je vais vous reposer la question que je vous avais posée lors de la dernière émission. Mais messieurs, pardon une fois de plus, au sein de l'AES, on sent qu'il y a une vraie adhésion de la part des populations envers tu as fait des sondages? Non, enfin, de ce qu'on voit, je pense que Brahim était au Mali récemment et des discussions que j'ai en tout cas avec certains, on sent vraiment une vraie adhésion. Même si c'est pas la majorité, enfin, je n'ai pas de chiffres exacts, hein, vous me permettez, mais en tout cas, de ce qui remonte. Non, je viens, en fait, vous dites, mais quel intérêt aujourd'hui
pour les militaires de se mettre à dos la classe politique, sachant que des gens comme Moussa Mara ou d'autres enfin, ont une mauvaise image aussi au niveau de la population, au niveau d'une grosse majorité de la population qui considère qu'elle échouait. Donc, quel intérêt pour les militaires de se mettre à dos cette classe politique? Oui, alors, bon, oui, effectivement, moi je confirme effectivement que dans la perception qu'on a sur le terrain, on a une forte adhésion des populations dans l'AIS. Effectivement, on ne peut pas l'éter avec des chiffres, n'ayant pas fait des sondages, mais il est clair qu'en discutant les uns avec les autres, les gens croient en l'AIS. Ils voient cela comme une nouvelle dynamique, effectivement, à laquelle il faut s'investir. Maintenant, la vraie question qui a été posée, c'est celle-ci. Quel intérêt a-t-on, en tout cas, à le pouvoir en place aujourd'hui, d'enfermer quelqu'un comme Moussa Mara, par exemple? Ça n'a aucun intérêt, pour deux raisons. Premièrement, déjà, Moussa Mara n'est pas une menace en tant que tel, en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas non plus cette capacité de déstabiliser à travers des manifestations gigantesques qui envahiraient les rues de Bamako et qui pourraient déstabiliser. Donc, il n'y a pas de menace imminente. Deuxième raison, je crois qu'en laissant Moussa Mara s'exprimer, ça aurait même pu adoucir un peu l'image du régime. Parce que qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui? On dit, bon, il y a la restriction des libertés d'expression. Ils auraient même pu utiliser Moussa Mara comme un exemple. Mais regardez, il y a un ancien responsable politique de premier plan qui s'exprime librement dans notre pays. Ça aurait même pu être un contre-exemple envers tous ces discours-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, comme Balal l'a dit, on est en train d'éliminer petit à petit toutes les menaces, qui ne sont pas des vraies menaces. Même Shogel lui-même, il n'a plus aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'il a contribué lui-même à affaiblir déjà sa famille politique, M5 RFP, et la classe politique dans son ensemble. Il fallait les laisser s'exprimer comme il veut. Je pense que ça ne peut que renforcer d'ailleurs l'image de la transition. Donc aujourd'hui, c'est comme si il y a eu deux séquences. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord attaqué à la communauté internationale, aux partenaires, tout ça. Maintenant, vous remarquerez que depuis quasiment un an au Mali, on ne parle plus trop de la communauté internationale, en fait. On ne parle plus trop de la France, CEDEAO, on commence à oublier un peu. Donc aujourd'hui, ça se passe à l'interne. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, le vrai responsable qu'on pourrait pointer du doigt, c'est ceux qui sont au pouvoir, en fait. On ne peut plus accuser un tel ou un tel de déstabiliser quand tout le monde est désormais enfermé. Donc, je pense que la transition fait peut-être une erreur, un calcul, une erreur politique en enfermant toutes ces figures politiques, tout ça, parce que ça n'a pas grand intérêt en réalité. Comme je disais, il n'y avait pas de menace imminente et donc, à mon avis, il fallait les laisser parce que ça aurait pu d'ailleurs contribuer à améliorer leur image. Bon, aujourd'hui, c'est quand même déplorable parce que si tu élimines tous les ennemis, la transition va fabriquer des ennemis parce qu'après... Vous avez parlé de mort politique de Shogel Maïga. On assiste à ça aujourd'hui. Mais je pense que l'acte de décès n'est pas encore dressé par le médecin politique, parce que le véritable médecin politique du Mali s'appelle les autorités de la transition. Mais quand même, Brahim a dit quelque chose. Peu importe l'adhésion de l'AES, le problème n'est pas... Le problème aujourd'hui, c'est quoi? À supposer, il y a discrédit sur la classe politique. Ça sert à quoi aujourd'hui de terminer? Parce qu'ils ont raison. Comme je t'ai dit, c'était pas avoir toujours. Quand tu termines la dynamique, il n'y a plus de dynamique. Il faut créer des dynamiques. Même des dynamiques qui sont une bonne dynamique. Ouais, mais là, je pense que tout ce que la transition est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas de bonne dynamique. L'arrestation de Moussa Mara n'est pas une bonne dynamique pour la transition. Comme tu as dit, peu importe ce qu'on peut le reprocher. Pourquoi? Parce qu'on a essayé quand même sur la transition, l'affaire des avions présidentiels, des sorties sur Moussa Mara, mais il a échappé. Mais il reste quoi? La loi cybercriminalité, à tout moment, tout opposant politique peut être rentré dedans, y compris même les journalistes des censurés. Mais Shogel Kokala Maïga, on sait quand même que si on dit Shogel de ne pas parler aussi, mais je pense qu'en matière de communication, Shogel est plus habile que Moussa Mara. Shogel ne dira pas à tout moment et tout. Moi, je pense qu'on peut reprocher à Mara beaucoup de choses. Shogel est un communicateur, Shogel arrive à gérer sa communication. Mais ce qui reste pour Shogel, peu importe. Mais quand même, moi je ne suis pas d'accord sur ça vraiment, de dire que je pense que aujourd'hui, les véritables adversaires des autorités de la transition sont 3 personnes. Premier opposant de la transition, qui aujourd'hui met les transitions, peu importe qu'il a discrédit de besoins politiques, Mara reste une figure qui fait trembler la transition, parce que la transition n'a pas... Bien sûr, parce que d'un point de vue politique, je ne parle pas d'un point de vue... La transition n'a pas un leader politique aujourd'hui qui peut tenir en face de Moussa Mara des discussions dans un débat. Pourquoi les Maliens ne sautent pas dans la rue pour contester contre les arrestations? Vraiment dit quelque chose qui est très important. Enfin, c'est un peu courageux, j'ai l'impression. On a vu face à Ibeka. S'il te plaît, laisse-moi dire. Aujourd'hui, on peut admettre qu'en réalité, Mara, il n'a pas, même s'il n'a pas une base, c'est pas une question de base. Mara reste très médiatisé. Mara sort avec des discours constructifs, des critiques constructives. On peut ne pas le aimer. Voilà, qu'il soit l'endettement ou autre. Mara sort tout le temps, il met des raisons. Oui, mais si on revient sur Shogel aussi, moi je pense. Mais quel poids politique il a aujourd'hui dans le Mali? Parce qu'en réalité, on est en train de préparer l'après des mouvements des années 80. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui reste au Mali aujourd'hui? Il y a plus, j'ai dit qu'il n'y a plus de bibliothèque politique. Parce qu'en réalité, c'est la fin. On l'entend, mais aujourd'hui, le coût politique pour la transition d'un
d'emprisonner ces personnes. C'est un gênant, ils sont gênants, il faut appeler, même s'ils n'ont pas de base. Gênant pour qui? Pour eux? Mais bien sûr, mais la transition n'a qu'à sortir. Moi, je crois que pour Mara, d'ailleurs, finalement, ce qu'on a constaté, c'est que son emprisonnement lui a valu une certaine empathie au sein de la population générale. Et surtout le fait que quand on voit les chefs d'accusation à son encontre, ce n'est pas lié à sa gestion du passé. Et ce qui ne fait que créditer justement son image politique. C'est pour ça qu'on parle d'un parfum de paranoïa qui semble exister au sommet de l'État. Et c'est je pense que cette émission vise aussi à comprendre pourquoi. Est-ce qu'au-delà de ce qu'on a de manière officielle, il y a des sources officieuses peut-être qui... Mais je viens te dire, quand tu tues tous tes ennemis, les ennemis resteront à l'intérieur. Ils vont s'éliminer entre eux-mêmes. C'est normal. C'est la loi de la nature. Damozo disait au Mali, dans le royaume du Mali, il n'y a pas de demi-pouvoir. Soit on a le pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Là, aujourd'hui, les militaires, ils ont le pouvoir absolu. Là, ils vont accuser qui? Moi, parce qu'ils ne peuvent pas sortir des informations. Ils vont dire qui? Et cette fois, c'est la France qui déstabilise le Mali. Cette fois, ils vont dire qui? À qui c'est ça tombe bien, ça tombe bien. Ma question, c'est ça. Ça tombe bien. À qui on va leur amputer cette déstabilisation? Ça tombe bien, finalement. Est-ce que, comme Brema dit, c'est entre eux-mêmes de dire qu'aujourd'hui, on peut admettre que le militaire, ils sont dans les conditions. Ils vont reprocher à qui? Moi j'ai hâte de voir. Finalement, monsieur, l'apparition de fractures internes pourrait s'avérer plus dangereuse que l'ennemi extérieur. Oui, les politiques. Oui, non, mais ça c'est clair. Je crois qu'au Mali, aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas tant une menace qui viendrait de l'extérieur, parce que je crois que les populations ont été un peu immunisées par rapport à cela, c'est-à-dire il y a une forte adhésion. Et surtout, souvent, ce qui se passe, c'est que quand une menace vient de l'extérieur, ça ne fait que renforcer les pouvoirs en place. Bien sûr. Mais maintenant, lorsqu'une menace est de l'intérieur, c'est ce qu'il faut effectivement craindre. Bon, on n'en est pas là encore. Et surtout, ce n'est pas Choguel qui va faire ça, parce qu'en fait, Choguel, le problème, c'est que déjà, quand on voit les chefs d'accusation à son encontre, quand on parle de malversation financière, le fait qu'au Mali, on dit, il y a un adage qui dit qu'un enfant qui s'amuse à mettre du sable dans les yeux de ses camarades va finir tout seul. En fait, il n'y aura plus personne autour de lui. Donc ça, c'est le cas de Choguel. Mais par rapport à Mara, effectivement, je crois que ça ne fait que lui renforcer. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le gouvernement du Mali avait intérêt à s'aligner sur l'agenda politique de l'AES, c'est-à-dire en prolongeant la transition? Moi, je le dis, et c'est ma conviction c'est que c'était une erreur de prolonger la transition de 5 ans, parce que le Mali n'est pas le Burkina, n'est pas le Niger. Bien, merci beaucoup, messieurs. Bien. Merci d'avoir répondu à mes différentes questions, d'avoir décrypté cette actualité. Je précise qu'à ce stade où nous enregistrons cette émission, Choguel Maïga est en garde à vue, il n'est pas encore sous mandat de dépôt. Voilà, qui a une durée, attention, qui a une durée. J'espère qu'ils vont respecter la durée, parce que les autres de la transition ne respectent rien, d'un point de vue légal. Bonne soirée à vous. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous, parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.